Je m'appelle Édouard Jean-Élie. Je suis né le 13 octobre 1933. J'ai donc 84 ans et j'étais à l'école maternelle préparatoire à la Joupa-Bouillon. J'y suis resté pendant toute ma scolarité primaire. Ensuite, je suis allé au lycée Schellcher. Ensuite, je suis parti en France pour faire des études de lettres. Je suis sorti de Toulouse pour aller en Algérie. C'était pendant la guerre. Et là, j'ai fait mon service militaire sur place. Mais en même temps, avant ça, j'étais professeur de français et d'espagnol au lycée de filles de Blida. En arrivant, j'ai su que Frantz Fanon, qui était à Blida, venait de quitter la ville pour aller à Tunis. Et j'ai connu Madame Bentifala, une de ses amies, qui m'en a parlé dès mon arrivée. Et je n'avais pas encore lu Fanon et je suis rentré donc à l'armée où j'ai eu des problèmes et j'ai été muté à Toulouse. De Toulouse à Tarbes disciplinairement. Et j'ai eu un certain nombre de conflits avec l'armée française. C'était pendant la période de l'OAS. Pourquoi tu avais des conflits avec eux? Les conflits parce que dans l'armée française, il y avait une tendance fasciste très notoire. OAS, c'est-à-dire Organisation Armée Secrète. Et finalement, tout ce qui était organisé, tout ce qui était progressiste, tout ce qui était de gauche était combattu au sein même de l'armée française. C'est à peu près dans cette période qu'on a fait l'attentat contre De Gaulle. C'est à ce moment-là qu'il y a eu tous les événements d'Algérie. Je parle d'événements politiques majeurs qui devaient déterminer la fin de la guerre d'Algérie. Et toi comme militaire, donc c'était quoi ta fonction? J'étais dans l'artillerie. J'étais au 35e RALP, régiment d'artillerie légère parachutée. Et tu faisais quoi? Tu as eu l'occasion de faire quoi? Eh bien, je tirais du canon sur les positions du FLN situées au Maroc. Donc j'étais du côté de Miliana pendant cette période-là. Alors donc, j'ai en fait jusqu'à près de 30 ans vécu hors de la Martinique. Et donc, entre-temps, je me suis marié plusieurs fois et j'ai eu des enfants que j'adore. Mais je n'ai peut-être pas eu le temps de m'en occuper comme il aurait fallu, bien sûr. Et ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. Okay. Alors, pour parler de moi, c'est très difficile de parler de soi parce que on projette ça sur un fond. Moi, c'est sur un fond politique que je me projette parce que j'étais étudiant à Toulouse et là, j'ai pris contact avec des organisations politiques, notamment le Parti communiste français, où je suivais des cours du soir du Parti communiste. C'est là que je lisais beaucoup des écrits d'hommes politiques. C'est là que j'ai connu Marx, Engels et même Césaire et Fanon. Alors, là, j'ai fait vraiment mon apprentissage. Je commençais à manifester contre l'OAS parce qu'il y avait des fascistes à Toulouse, comme partout en France. Et ils étaient très actifs. Donc, j'étais très éloigné de la Martinique à ce moment-là. J'étais plutôt ancré dans la réalité française. Et je voulais revenir dans mon pays, bien sûr. Mais j'ai été pris par le mouvement de l'armée, la nécessité de faire mon service militaire, que j'ai fait assez tardivement, puisque j'étais
je suis allé en Algérie, je devais avoir 27 ans. Et donc, j'avais été suicidaire. Donc, j'entrais, quand je suis revenu, après mon service militaire, etc., j'arrive à la Martinique. Et lorsque j'arrive à la Martinique, je fais la rencontre de quelques professeurs au lycée Schellcher, des gens comme Émile Yoyo, comme Édouard de Lépine, mais aussi un certain nombre de professeurs femmes, dont Madame Désirée, bureaucrate Chantal, avec qui j'ai vécu pendant un certain temps. Et donc, je découvre une réalité que je ne soupçonnais même pas, c'est-à-dire un pays assoupi, un pays où presque j'avais l'impression qu'il dormait, que rien ne se passait. Et moi qui revenais d'un pays agité, l'Algérie, où il y avait des tas d'événements, d'incidents, de malheurs qui se produisaient très, très souvent sous mes yeux, j'étais décalé. Et ma vision de cette Martinique-là ne me plaisait pas. Malgré tout, je suis rentré au Parti communiste. En arrivant, jusqu'au jour où il y a eu l'évasion de la Tchécoslovaquie, et là où j'ai pensé que c'était la goutte qui allait faire déborder le vase parce que c'était le triomphe du stalinisme que je ne pouvais pas admettre, surtout s'appliquant ici à la réalité antillaise. Alors, j'étais très attiré par ce qui se passait à Cuba. Je lisais le journal Granma assez souvent. Il n'y avait pas encore Internet, mais j'arrivais à savoir ce qui se passait. Et j'étais très enthousiaste de voir les réalisations de la révolution cubaine, des choses comme l'alphabétisation en 1961, où tout un peuple apprenait, ceux qui savaient lire apprenaient à ceux qui ne savaient pas. Et c'est pourquoi Cuba est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire une véritable université. Tout le monde à Cuba maintenant sait lire et écrire. Et ça, c'est la véritable révolution. Il y a eu d'autres aspects de la révolution, et il y en a eu même de très négatifs par la suite. Si bien que l'isolement de Cuba ne l'a pas empêché dans certains secteurs de faire des progrès remarquables. Que ce soit dans l'éducation populaire, que ce soit dans la médecine, la santé. Mais lorsque Che Guevara est assassiné en Bolivie, ça me fait un choc. Et je remets en question mes rapports sentimentaux avec Cuba. Et je me dis que ce n'est pas ce que je souhaitais, parce que j'ai une opinion de Fidel Castro qui commence à changer. Elle change très violemment d'ailleurs, parce qu'elle a changé jusqu'à aujourd'hui, où j'ai estimé que par rapport à Che Guevara, c'était une trahison, le comportement de Fidel, qui d'ailleurs ne s'est pas démenti avec la conduite qu'il a eue avec Ochoa, le commandant, qui a été assassiné dans des conditions que moi je contestais, parce que je le considère, Ochoa, comme un héros et non pas comme un traître. Alors toute cette histoire est très trouble parce que il n'y a pas de véritable démocratie dans la communication que le gouvernement cubain entretient avec le peuple. Donc là, il y a des failles que j'ai relevées comme étant insupportables. Donc, voilà le parcours global. Et puis tu t'es engagé, en fait, tu étais maire, tu étais conseiller général, alors, donc, tu parlais d'un petit peu de ce que tu... C'était comme par mégarde, comment je veux dire, par... C'était comme en passant, quoi. Alors, j'ai été maire parce que dans le milieu, je suis revenu à la Joupa Bouillon et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire comme maire, parce que
c'était le marasme le plus complet. Et puis, le maire du Ptor était vieillissant, il était surtout devenu amorphe. Mais enfin, je l'ai remplacé, disons, après des luttes terribles. Pourquoi? Parce que la Joupa, c'est une commune rurale et les traditions révolutionnaires n'ont guère touché la campagne martiniquaise. Alors, j'ai insufflé à la population quelque chose dans le sens du changement radical et au-delà même de la commune. Donc, j'ai eu le sentiment de continuer ma tâche d'enseignant, que j'ai continué, et c'est comme ça que je suis devenu maire et conseiller général. Et c'est là que je me suis trouvé en face de bagarres subalternes, administratives par exemple, obligé d'aller voir des avocats, de m'empêtrer dans des histoires administratives que je n'avais pas prévues, parce que c'est pour moi, la lutte politique, c'est exactement ça. Donc je suis devenu maire presque malgré moi, et je n'ai pas regretté, parce que je suis resté 24 ans à non seulement essayer, malgré des finances communales déficientes, presque inexistantes même pour les projets qu'on pouvait avoir, mais j'avais contre moi les pouvoirs publics et sur le terrain des gens qui prétendaient par exemple être du même côté que moi, comme Madeleine de Grandmaison, et qui me mettaient beaucoup de bâtons dans les roues. La révolution est-elle possible? Moi, je pense qu'elle est non seulement possible, mais nécessaire. Dans tous les pays, il y a des problèmes, des questions qui se posent, non pas localement, mais pour la planète entière. Il y a d'abord une révolution écologique à mettre en place, à réaliser, sans quoi le monde va à sa perte. Je ne parle même pas des guerres qu'il est possible qu'il se déclarent. Je parle de l'état de la planète du point de vue écologique, du fait que les intérêts des puissants, des multinationales notamment, sont tellement énormes et leur application dégrade la planète plus vite qu'elle ne se régénère. Donc, si nous ne prenons pas de mesures radicales, il y a fort à parier que nous allons à notre perte, c'est-à-dire à la fin du monde. Je n'aime pas prononcer cette expression, mais l'utilisation des pesticides, par exemple, est un exemple de révolution qu'il faudra faire. Il faudra faire une révolution pour que les choses reviennent à leur place humainement acceptable. Pour le moment, c'est le capital qui domine et c'est le capital qui triomphe, c'est-à-dire l'argent. Or, nous avons une portion non négligeable d'humain en nous qui devra faire passer l'intérêt général humain avant des intérêts d'une minorité. Et ça doit passer par quoi? Parce que les partis politiques, toi par exemple, tu as été membre de partis politiques, GRS, PPM. Voilà, ça doit passer par quoi? Il y a des associations, les partis, qui c'est qui doit être le vecteur de cette révolution aujourd'hui? Vouloir qu'elle se réalise, c'est une chose, et puis la réaliser, c'en est une autre. Quels seraient les vecteurs? C'est quoi les mouvements historiques qui se sont faits dans le sens de la révolution, comme celle de 89 par exemple, n'ont pas obéi à la logique des partis. Par conséquent, à un moment donné, comme s'il y aurait eu un signal dans pas mal de pays, les principaux pays dominateurs notamment, vont se poser la question de savoir comment changer ce qu'il faut changer et le changeront. Encore une fois, si ça ne se réalise pas,
nous courons à notre perte inéluctablement. Parlons maintenant précisément des pesticides et du chlordécone. Donc il y a quelques jours, donc enfin depuis quelques temps, tu es un peu actif sur ce thème-là. Toi, tu as fait ton coming out, on va dire, puisque tu as mis sur ta page Facebook que tu étais atteint du cancer de la prostate et tu penses que c'est lié au chlordécone. D'abord, comment ça va? Comment tu vas? Là maintenant, je vais assez bien, et parce qu'en fait, je n'irai jamais bien. Parce que j'ai mon métabolisme, mon activité, tout ça a ralenti nécessairement. Donc mon tonus, mon dynamisme a disparu, quoi. Je suis obligé d'aller lentement, de faire lentement les choses. Et, bon, mais j'apprécie bien la vie. Je suis obligé de prendre des médicaments. Et tout le temps, jusqu'à ma mort, je serai obligé de les prendre. Donc, je suis sous contrôle médical. Et je pense que ça va durer jusqu'à ce que je crève, quoi. Mais tu as un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué quand? Dans quelles circonstances? Ce cancer de la prostate a été réalisé à partir des analyses de PSA qui étaient faites régulièrement. Et lorsque le taux a explosé, je suis allé voir les spécialistes de Clarac qui m'ont... J'ai suivi 37 séances de rayons et je crois que ça s'est résorbé. Mais ma prostate, mon état de santé général ne s'est pas rétabli dans sa totalité, quoi. Donc, je vis au ralenti, quoi. Et tu penses que c'est lié, que ta maladie est liée au chlordécone? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce cancer-là est lié au fait que j'allais dans les rivières qui avaient été bombardées au chlordécone, je buvais de l'eau chlordéconée, j'étais dans ma maison à la Joupa-Bouillon et l'avion pulvérisateur m'arrosait de chlordécone, des tas de plantes, des tas d'arbres fruitiers disparaissaient à cause du chlordécone. Et j'ai vu disparaître des tas d'ouvriers agricoles qui travaillaient dans la banane, chez M. de Rénal notamment, où on utilisait, ça ne s'appelle pas comme ça, on utilisait le chlordécone. J'ai eu des amis parmi les travailleurs qui voulaient me montrer là où on stockait le chlordécone dans les bananiers. C'est-à-dire que les utilisateurs ne prenaient aucune précaution véritable. Et ça m'a indisposé, ça m'a ulcéré, ça m'a révolté. Et donc, j'avais eu une espèce de pressentiment, parce que j'ai été le premier à dénoncer avec Garcin Malsa officiellement l'utilisation du chlordécone. Je l'ai fait notamment dans une réunion que présidait le représentant de la préfecture. Et quand je lui ai dit ça, il devait être certainement informé beaucoup plus que moi, puisqu'il m'a dit, monsieur, il n'y a pas de problème de chlordécone. Il a voulu m'en imposer, il a voulu me faire taire, et fort heureusement, à ce moment-là, il y a eu une personne dans cette assemblée, c'est le docteur Saint-Aimé. Le docteur Saint-Aimé qui a pris la parole pour dire Monsieur le secrétaire général, je suis médecin, et à ce titre, je peux vous dire que il y a beaucoup de cas qui se présentent, etc. Et c'est un véritable problème de santé à la Martinique, un problème sanitaire. Donc, il y avait aussi Malsa qui dénonçait.
qui dénonçait le problème. Et donc je l'ai attrapé, comme pas mal de gens à la Loupa-Bouillon, sans travailler dans la banane. Et là maintenant, comme il n'y a pas de contrôle systématique, tous les Martiniquais sont exposés à la contamination. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut créer un laboratoire, il faut informer les gens, il faut informer surtout les gens des dangers qu'ils courent, il faut que le public soit informé en permanence, il faut que l'État n'augmente pas les doses autorisées, parce que c'est le zéro chlordécone qui est le bon. Et donc, il faut en plus utiliser des zones qui ne sont pas chlordéconées, et il y en a quelques-unes. Il faut cesser. En fait, tout le problème, c'est la culture de la banane et de la canne aussi, parce que ce sont des cultures coloniales qui ne répondent pas aux besoins du peuple martiniquais, qui répondent aux besoins du colonialisme et des intérêts particuliers d'une poignée de planteurs qui sont intéressés par les subventions. Mais ça emploie du monde quand même, la canne à banane, il y a des gens qui travaillent. Pas tellement que ça. Et il est possible de les employer autrement et en beaucoup plus grande quantité, dans l'agriculture notamment. Parce que c'est d'une autre agriculture, là aussi il faut faire une révolution dans l'agriculture. Et pas seulement à la Martinique. Il faut une révolution dans l'agriculture, une révolution biologique. Il faut une agriculture biologique qui tienne compte des intérêts, de la santé des Martiniquais et non